Ceci est un livre audio autogénéré par Google. CHRETIEN 2-3. Père de la littérature européenne. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Claude Hersfeld, Paul Nizan, écrivain en liberté surveillée 2010. Charles Weinstein, texte réuni par Récits et Nouvelles du Grand Nord 2010. Paul Tyran, Edmond Combe. L'Abyssinien. 1812 à 1848. La Passion de l'Orient 2010. Paul Plouvier, Pierre Thoreil, poète, Entre splendeur hellénique et méditation hébraïque du souffle 2010. Tommaso Meldolesi, Sur les rails. La littérature de voyage de la réalité aux profondeurs de l'âme 2010. Cynthia Anne, coordonnée par Esa Agamalak. À la croisée des regards 2010. Miguel Couffon, Marlène Haushofer. Écrire pour ne pas perdre la raison 2010. David Elparis, Albert Hadès et Albert Josipovici, écrivains d'Égypte d'expression française au début du XXe siècle 2010. Arnaud Tripet, poète d'Italie. De Saint-François à Pasolini 2009. Miguel Couffon, Le signe et la convention. Hommage à Ingeborg Bachmann 2009. Patricia Izquierdo, Devenir poétesse à la Belle Époque 1900 à 1914. Études littéraires, historiques et sociologiques 2009. Jean-Pierre Brett, D'un auteur l'autre 2009. Thierry Poyet, Du romancier au personnage. Éléments didactiques pour l'étude de quelques personnages littéraires 2009. Jean-Yves Pouillou et Marie-Françoise Marein, Les voies de l'éveil. Écriture et expérience spirituelle 2009. Giselda Moret, Réveiller les tambours 2009. Claudine Monteil, Simone de Beauvoir. Modernité et engagement 2009. Irena Kristeva, Pour comprendre la traduction 2009. Claude Hersfeld, Charles-Louis Philippe, Entre Nietzsche et Dostoïevski 2009. Jean-Paul Ferrand, Georges Simenon. 3 romans et un mythe 2009. Mohamed Salmawy, Naguib Mahfouz. Le dernier train 2009. Jean-Pierre Renaud, Clément Privé, 1842 à 1883, journaliste et poète 2009. Anton Pavlovitch Tchekhov, Lettres de voyage. Moscou, Sakhaline, Moscou. Février 1890 au janvier 1891, 2009. Claude Hersfeld, Georges Hyvernaud. Les ressentiments fraternels 2009. À ma mère. À Pascal. Laure Claire-Marie. Que le professeur Éric Bournazel soit remercié pour son indéfectible soutien. Introduction. Ce défunt à qui tu survis, successeur de sa dignité. Tu manques à ta lignée, si tu manques à sa renommée. 1. Maintenant, je peux commencer l'histoire qui à tout jamais restera en mémoire autant que durera la chrétienté. Voilà de quoi s'éventer chrétien. Non sans un certain humour teinté d'orgueil dont la prétention d'offrir à son auditoire une histoire vraie est renforcée par la confiance qu'il a en la durée de son entreprise de chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il commence et il le sème en si bon lieu qu'il ne peut être sans grand profit. 3. L'auteur de ces vers qui figurent au début de sa première grande œuvre, Érec et Énide, rédigée dans les années 1170, et de la dernière, Le Conte du Graal, est maître chrétien de 3-4. Pour nous encore aujourd'hui presque un inconnu, voire une énigme 5. Maître il le fut, selon l'un de ses nombreux continuateurs du tout début du XIIIe siècle, Wolfram von Eschenbach, dont on peut raisonnablement penser que ce dernier n'a pas à la légère accolé au nom de chrétien ce titre que les écoles cathédrales décernaient aux clercs dès lors qu'ils avaient clos le cycle régulier de leurs études, leur conférant la maîtrise ou la licence d'enseignement. Pour autant, nombreux étaient ceux qui se détournaient de cet art difficile et compliqué en une époque d'intense bouillonnement intellectuel où l'Église, dans le cadre souvent strict de ces écoles, bridait par trop leur appétit et leur curiosité pour toutes les disciplines 6. À la différence de nombre de ses illustres contemporains, Pierre de Celles, Pierre de Blois, Étienne de Tournai, Jean de Salisbury, Giraud de Bary, Gauthier Mappe et tant d'autres encore, Chrétien a mis sa plume au service de la littérature profane qui reste cependant nimbée et comme auréolée d'une constante présence divine. Sans doute la voix romanesque était-elle celle qui permettait au génie du Champenois,
dans la seule contrainte de l'octosyllabe à rime plate où il excelle, de glisser une multitude de connaissances en tous les domaines pour le plus grand émerveillement jamais démenti de ses lecteurs. Celui qui se nomme une seule fois de Troyes fut conduit, comme tant d'autres maîtres de son temps, à fréquenter les cours princières et royales où son œuvre connut un vif et immédiat succès. Son originalité et la vivacité de ses intrigues, son sens de l'ordonnancement, l'exaltation de maintes valeurs royales et chevaleresques, en somme le talent fou qui se dégageait de ses deux premières œuvres, valurent à Chrétien admiration et commande pour les suivantes, sans que jamais il ne sacrifiât à sa liberté créatrice. Son œuvre imposante, Pentateuque, profane que Scandpac, Pentecôte, Ascension, s'étant fort de l'année liturgique, occupe pleinement le second XIIe siècle, ce cœur du Moyen-Âge occidental. À l'instar des bâtisseurs anonymes des cathédrales dont les flèches se dressent toujours plus haut dans le ciel azuré de l'Île-de-France, Chrétien, pierre après pierre, arc après arc, érigea 5 monuments, Érec, Cligès, le chevalier de la Charrette, le chevalier au lion, le comte du Graal, dont il soigna particulièrement le scène que révèle une organisation fort complexe, la conjointure 7. Au sommet de l'édifice à 5 branches, il posa la royauté d'Arthur, clé de voûte d'un univers auquel le maître d'œuvre avait prédit en son temps, une destinée qui depuis lors et sans jamais se démentir confine à l'éternité. C'est pour cette raison que je prends plaisir à raconter quelque chose qui vaut la peine d'être écouté concernant ce roi qui marqua si bien son époque qu'on parle de lui dans tous les pays. Ainsi, je partage cette opinion des Bretons que son nom survivra jusqu'à la nuit des temps. 8. Du roi des Bretons, bien des critiques contemporains ne retiennent, en un portrait le plus souvent partiel et partial, que ses hésitations, ses manquements, voire ses fautes ou encore ses absences 9. La dignité royale s'en trouve quelque peu éclipsée par les figures plus lumineuses des héros chevaleresques de la compagnie du roi. Gauvin, Érec, Yvain, Lancelot, Alexandre, Cligès ou encore que le sénéchal. Ce n'est pas l'image qu'a voulu donner d'Arthur Leclerc Champenois qui le plus fréquemment le désigne en majesté par sa titulature royale et le présente en ses différentes actions, qu'elles soient publiques ou privées, en la compagnie de la reine, du cercle rapproché de ses intimes, ses familiers et de tous ceux, chevaliers, barons, vavasseurs, qui composent sa société de cour, les Curialdis, un monde que Chrétien connaît bien pour l'avoir fréquenté et observé sur le vif, et Q'. Il restitue par touches hautes en couleur avec un art consommé, déjà impressionniste, le plus souvent sous le mot de Cortonze. L'auditoire de Chrétien appartient aux cours de Champagne, de Flandre, mais aussi à celle du roi de France, à Paris, et au-delà aux cours anglo-normandes, au sens le plus large du terme, tant il est vraisemblable que les idées à notre époque circulent entre le royaume de France et l'île de Bretagne autant que les hommes et sans doute davantage. C'est d'ailleurs autour de ce thème général que Martin Aurèle s'est récemment interrogé, sur le passage de la matière de Bretagne vers le continent au XIIe siècle, pour conclure à l'efficience des passeurs de la légende arthurienne à travers le Channel 12. Ces intermédiaires, issus de la haute aristocratie, s'adressent, ou plutôt n'envisagent de s'adresser qu'à un parterre de clercs et de chevaliers, cette élite lettrée d'où sont naturellement écartés les marchands, et Chrétien lui-même insiste sur l'antinomie qui dresse une barrière entre eux et les chevaliers 13, et a fortiori les paysans, incapables de goûter, de savourer la beauté des vers, le sel et la profondeur de la matière, objet de débat et de divertissement. Résonne ici l'écho de la violente injonction de l'auteur anonyme du roman de Thèbes, qu'ils se taisent tous ceux de ma profession s'ils ne sont clercs ou chevaliers, car ils sont tout aussi capables de m'écouter qu'un âne de jouer de la harpe. 14. Le verdict est sans appel. À l'aristocratie de l'écrivain répond l'aristocratie de l'auditoire. Ce public du XIIe siècle est en effet fort cultivé qui se compose de clercs, chevaliers, seigneurs, auxquels Chrétien propose divertissement et moult sujets de discussion ou de réflexion, et le choix de versifier en octosyllabes est loin d'être anodin. 15. Rares sont les auditeurs ou lecteurs qui, après avoir épuisé les 5 romans 16, échappent à l'atmosphère qui s'en dégage, résultat d'un harmonieux mélange de merveilleux et de réalisme où fusionnent, avec bonheur, la féerie, l'ambiguïté, le mystère et le quotidien de la vie des cours féodales ou royales. Cette subtile composition caractérise l'univers arthurien tel que l'a imposé Chrétien aux frontières du rêve et du réel, de l'irrationnel et du rationnel, dans lequel évolue chaque jour le roi et sa cour 17. L'enveloppe imaginaire, Chrétien la remplit de ce qu'il sait et de ce qu'il voit de cette cour dont le fonctionnement est pour lui bien réel. 18. Le monde arthurien,
c'est d'abord une géographie sous forme d'une invitation au voyage à travers le pays de Galles, l'Écosse, la Cornouaille, l'Armorique, toutes ces contrées qui forment la Bretagne, mythiquement appelée le royaume de l'ogre, aux contours tellement vagues que notre esprit cartésien serait tenté de les attribuer, un peu trop rapidement, à une méconnaissance bien naturelle en ces temps obscurs, de la géographie. Comment ne pas remarquer que la cour d'Arthur qui réside à Tintagel, en Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre actuelle, se retrouve à Nantes sans que le souverain des Bretons ait eu besoin de faire appareiller sa flotte 19. De la même façon, Yvain, devenu par son mariage seigneur de Landuc, sinon loin de Carduel au pays de Galles, puis chassé par son épouse qui l'accuse de trahison, erre fou de douleur dans la forêt armoricaine de Brocéliande qu'il a pu gagner à cheval vain. Artifice poétique? Erreur topographique? Faute toponymique? Est-ce si sûr? N'est-ce pas là plutôt le reflet de la réalité d'une époque où les limites, comme d'ailleurs les terres qui constituent les royaumes, comtés, duchés et autres grandes principautés fluctuent au gré des conquêtes, des héritages, des rivalités, des alliances matrimoniales et politiques, où la frontière reste encore une notion assez floue, même si dans l'univers mental une conscience nationale commence à s'esquisser 21. Chrétien n'y échappe pas qui fait d'Arthur le bon roi d'un royaume, la Bretagne, dont le territoire fluctue au gré de ses œuvres. Dans le premier roman rédigé dans les années 1170, son empire s'étend à la Normandie, la Bretagne, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, la Cornouaille, les Galles, l'Anjou, le Maine et le Poitou, un ensemble de régions qui n'est pas sans rappeler l'héritage que recueille en 1154 de l'impératrice Mathilde, Henri Plantagenet 22. Au demeurant, dès son accession au trône d'Angleterre, l'héritier du comte Geoffroy avait, à l'instar de ses ancêtres, œuvré pour sa postérité en entretenant à sa cour de nombreux clercs dont les récits étaient destinés à exalter sa mémoire. En conséquence, pour la majorité des auteurs, c'est indubitablement Henri II en personne qui pose la couronne sur la tête d'Éric, lors de la cérémonie sacrale qui se déroule dans la capitale des comtes de Bretagne 23. Déjà, en 1135, l'archidiacre Geoffroy de Monmouth, originaire du pays de Galles, rédigeait en latin l'Historia Regum Britanniae, la geste de ces rois qui depuis fort longtemps avaient doté la Bretagne d'un passé héroïque. Le Gallois plaçait son œuvre sous la protection du roi d'Angleterre Étienne de Blois, roi de 1135 à 1154, et du fils naturel d'Henri Ier Beauclerc, Robert de Gloucester, un mécène fort cultivé. Accorde ta faveur à mon petit ouvrage, Étienne roi d'Angleterre, qu'incite à science et tes conseils y apporte des corrections pour qu'on le considère non pas comme un produit du talent de Geoffroy de Monmouth, mais comme une composition due à la finesse de ton intelligence. Qu'on le présente comme l'œuvre de cet homme qui est le neveu d'Henri, illustre roi des Anglais. Toi aussi, Robert comte de Gloucester, deuxième pilier de notre royaume, fais en sorte que cet ouvrage remporte, sous ce double patronage, un brillant succès auprès du public. De fait, le succès fut immédiat et fulgurant qui vit fleurir nombre de traductions en anglo-normand, notamment celle dès 1140 du clerc Gaimard. Celui-ci se trouvait être en relation avec de nobles lettrés anglo-normands, par ailleurs généreux mécènes et inspirateurs de clubs littéraires qui très vite établirent le contact avec le jeune Henri, le futur Henri II. C'est ainsi que Robert Vass entreprit la mise en roman de l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, en une adaptation assez libre puisque qu'il ajoute des traditions d'origine celtique et fait d'Arthur qui n'est plus seulement roi des Bretons mais de tous les Anglais, Celtes autant qu'anglo-saxons ou normands, un chevalier plein de courtoisie, de prouesse, de vertu et de largesse, 24. Pour autant et en dépit des apparences, est-ce bien le royaume d'Henri II, roi d'Angleterre et vassal de Louis VII, que Chrétien de Troyes présente dans Érec à son auditoire 25? La question mérite d'être posée car on ne sait rien de l'origine, œuvre de commande, de ce premier roman dont la plupart des aventures se déroulent au royaume d'Arthur. D'aucuns en tout cas, fort de la précision dont fait preuve Chrétien dans son énumération des possessions françaises du grand feudataire du Capétien, en conclut à un séjour qu'il ne date pas de l'auteur d'Érec à la cour d'Angleterre et de là, au patronage du Plantagenet 26. Or en ces années qui voient la rédaction d'Érec, et alors même que Robert Vass a terminé depuis plus de 15 ans le roman de Brut, Henri II est très loin d'être maître des territoires celtiques. Les expéditions qu'il lance contre l'Irlande ne sont pas encore assez décisives pour qu'il puisse revendiquer une entière suzeraineté sur toute l'île 27. On retrouve d'ailleurs l'écho de cette indépendance dans les paroles que prononce le dénommé Guivray lorsqu'il se présente à Érec.
Je suis roi de ce pays, et les Irlandais sont mes hommes. Lige 28. Des Galles, Henri d'Angleterre ne parvient qu'à conquérir les terres frontalières en s'épuisant à diviser les seigneurs gallois pour amoindrir leur puissance. 29. Quant à l'Écosse, son roi, Guillaume le Lion, refuse de s'incliner devant les assauts de l'Angevin. 30. Reste la Petite-Bretagne où la reconnaissance de la seigneurie angevine sur le comté connut bien des aléas. 31. En somme, Henri II est loin d'être Arthur car sa domination sur l'ensemble des territoires celtiques n'est pas encore établie. 32. 6 ans plus tard, en 1176, paraît Cligès dont le réalisme aussi bien géographique que politique ne peut que renforcer les certitudes des partisans d'un séjour de chrétiens de Troyes en Angleterre qui, lors, était Bretagne dite, comme il le précise lui-même dans les tout premiers vers de ce deuxième conte. 33. Dans cette histoire à connotation byzantine qui lance un pont entre l'Occident et l'Orient. 34. La Bretagne imaginaire prédominante dans Érec fait place à une Angleterre bien réelle où le lecteur moderne suit sans difficulté les pérégrinations d'Arthur et de son hoste, depuis Winchester jusqu'en Petite-Bretagne, Armorique, et à leur retour de Douvres à Southampton, puis de Canterbury à Londres, au château fortifié de Windsor au bord de la Tamise, sans oublier la plaine des apostrophes, Oxford, proche de Wallingford, où plus tard se déroulera un formidable tournoi décidé par Arthur et l'ensemble de ses barons. 35. Mais fallait-il nécessairement à Chrétien effectuer la traversée de la Manche, à l'instar de bien d'autres de ses collègues, pour connaître l'emplacement et l'importance des cités anglaises, alors qu'il pouvait si facilement échanger avec les illustres étudiants qui, en ces années de lumière, peuplent les écoles continentales, ainsi Gauthier Mappe et Giraud de Barry ses amis. Leur très vif intérêt pour les pays et les peuples. 36, en un mot pour la géographie, les avait incités à se rendre en la collégiale où les attendait, selon leurs vœux, la Clavis Mappemundi, duc de Saint-Victor. Le moine savant, bien dans l'esprit de son temps, utilisait la carte non pas pour la mettre au service de l'imaginaire des textes mais au contraire, de manière à dresser une description aussi précise que possible des réalités géographiques. Pourquoi ne pas admettre alors que Chrétien, dont on connaît la curiosité encyclopédique, ait pu consulter cet ouvrage dont les 3 derniers chapitres portent précisément sur la situation de la Bretagne majeure, de l'Hibernie, Irlande, et de certaines îles. 37, en ajoutant ainsi la précision du livre aux descriptions de ses compagnons anglais? Ce même souci de réalisme se retrouve dans Cligès dont tous les bons auteurs s'accordent à considérer que la matière fut inspirée à Chrétien, par l'ambassade byzantine dépêchée en 1171 à Cologne auprès de Frédéric Barberousse pour négocier le mariage de son fils avec la fille de Manuel Comnène, qui avait accédé au trône en 1143 au détriment de son frère Isaac, alors même que l'empereur d'Allemagne était auparavant engagé envers le duc de Saxe, qui tirera vengeance de cet affront. 38. Certes, mais à la même époque, la cour de Louis VII entretient des relations épistolaires étroites avec le Basileus. 39. Quant à la source d'inspiration du Cligès, elle se trouve d'après Chrétien lui-même, dans un des livres de la bibliothèque de Monseigneur Saint-Pierre à Beauvais, dont l'évêque est depuis 1175 Philippe de Dreux, fils de Robert comte de Dreux, cousin de Marie de Champagne et donc neveu de Louis VII 40. Toutes ces précisions ne sont pas sans intérêt car il semble bien en effet, quoi qu'on ait pu en dire, que Chrétien a été beaucoup plus en relation avec la cour capétienne qu'avec celle du roi anglo-normand qui pourtant brillait d'un vif éclat. 41. Que n'a-t-on écrit sur le rôle culturel modeste voire médiocre à cette époque des Capétiens? 42. Alors qu'on s'accorde à souligner le renouveau dans le même temps de leur puissance, amorcé dès Louis VI puis poursuivi par Louis VII et Philippe Auguste. Mais n'est-ce pas oublier un peu vite l'essor alors des écoles parisiennes dont on connaît les liens étroits avec le Palais Royal, l'aménagement urbanistique de la cité, l'expansion vers le nord de Paris devenue sous Louis le Gros la capitale du royaume, les prémices de l'art gothique sous les auspices de l'abbé Sugère de Saint-Denis et la construction, marquée de l'empreinte du chancelier royal Étienne de Garlande, de Notre-Dame achevée sous le règne de Louis VII 43. Pourquoi dès lors ne pas considérer que cette cour capétienne, bien avant l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, s'était déjà ouverte à de nouveaux éclairages que viendront ensuite renforcer de brillantes alliances princières, notamment avec la Champagne? En 1160 Louis VII épouse en 3e noces Adèle de Champagne, sœur du sénéchal Thibaut de Blois et du comte Henri de Champagne surnommé à juste titre le libéral, qui lui-même prendra pour femme en 1164 Marie de France, fille de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine à laquelle il était fiancé depuis 1154-44.
Le père du comte Henri, Thibaut II, ami et protecteur de Pierre Abélard au Paraclet, proche aussi de Bernard de Clairvaux, avait veillé tout particulièrement à ce que son fils et successeur reçût une parfaite éducation qui allie aux vertus de chevalerie les qualités de clergie. Sous la houlette de son précepteur Étienne, Henri avait fait l'apprentissage des arts libéraux et acquis la maîtrise de la langue latine qui lui avait permis d'approcher les textes de l'Antiquité et les œuvres des pères de l'Église. Cette formation humaniste porta ses fruits et les nombreux admirateurs du comte ne tarissent pas d'éloges sur ses exceptionnelles qualités. Prince très noble et lettré, à l'esprit vif, dit de lui Pierre de Selles, « Tu es assis entre l'ordre littéraire et l'ordre équestre pour être la gloire de tous les deux. » Renchérit Nicolas de Montier-Ramey, ancien secrétaire de Saint-Bernard. Sans parler de Philippe de Harran qui affirme trouver réunis en une seule personne, le chevalier, le clerc et le prince, 45. Ami des lettres et des arts, le comte encouragea le développement des études dans de très nombreuses écoles, à Chalon-sur-Marne, Troyes, Montier-la-Selle, Clairvaux, Montier-Ramey. Son goût pour la lecture et sa prédilection pour les œuvres historiques et religieuses l'amenèrent à constituer à Troyes une extraordinaire bibliothèque forte de très nombreux manuscrits en langue latine ou romane 46. Durant son principat, il entra en relation épistolaire avec un autre grand humaniste, Jean de Salisbury, qui en 1164 avait su convaincre le roi de France de recevoir en ses terres l'ancien chancelier d'Angleterre, Thomas Becket, devenu depuis son accession à la primatie d'Angleterre l'implacable défenseur des libertés de l'Église contre les constitutions de Clarendon que venait de promulguer Henri II Plantagenet 47. L'aura d'Henri de Champagne, sa prestance intellectuelle attire à sa cour de Troyes ou de Provins de jeunes talents, ceux de Grace Brûlé, Conon de Béthune, Guillot de Provins et bien sûr Chrétien dans lequel certains s'accordent à voir, entre autres hypothèses, un chanoine prébandé de la collégiale Augustine de Saint-Loup de Troyes par le mécénat du comte et de sa femme Marie 48. L'éclat dont brille à cette époque ce haut lieu de la culture champenoise et d'autres sites non moins illustres de la principauté résulte aussi du bon gouvernement et de l'administration éclairée d'Henri le Libéral, épaulé dans sa tâche par les nombreux clercs qui peuplent sa chancellerie. Le gendre et beau-frère de Louis VII a fait de son comté le cœur dynamique de l'Europe où convergent de tous les horizons des flux continus qui ne sont pas seulement commerciaux, et se croisent marchands, harpeurs, bardes, jongleurs, troubadours et trouvères, pour se retrouver en un cycle presque ininterrompu tout au long de l'année, aux foires de Lagny, de Bar-sur-Aube, de Provins et de Troyes-49. C'est à cette cité riche et prospère qu'anime pour 2 mois à la Saint-Jean la foire chaude, où l'école épiscopale connaît sa plus belle gloire avec l'un de ses maîtres incontestés Pierre Comestor 50, que Chrétien sans plus de précision revendique avec une certaine fierté son appartenance et proclame l'art de dire et d'écrire sa raison d'être. C'est pourquoi Chrétien de Troyes affirme que tout homme, s'il veut être raisonnable, doit à tout moment penser et s'appliquer à bien dire et à bien enseigner. Et il tire d'un conte d'aventure une fort belle conjointure. Par elle, on a la preuve et la certitude que n'est pas sage qui ne diffuse pas sa science, autant que Dieu lui en donne la grâce. 51. Orgueil d'être de Champagne et de France. Chrétien de Troyes est d'abord le chantre de la chrétienté à l'éternité de laquelle il a hardiment lié l'immortalité de son premier roman, Érec, et de son héros, le roi Arthur, dont le nom survivra jusqu'à la nuit des temps. 52. Son modèle, sa référence royale renvoie alors nécessairement à Louis VII, le Rex Christianissimus, défenseur des lieux saints et du pape Alexandre III qui, chassé de Rome, a trouvé refuge au royaume de France à l'instar de plusieurs de ses devanciers. 53. Une France que Chrétien n'hésite pas à proclamer l'héritière naturelle de la Grèce et de Rome, ses creusets originels de savoir et de vaillance, où se sont historiquement forgés clergé et chevalerie, ces États qui furent à l'origine de la grandeur passée de ces 2 illustres civilisations dont le chapitre est clos désormais. Une gloire aux demeurants viagères que Dieu leur avait prêtée et qui maintenant, sous sa bienveillante protection, est venue s'arrêter en France pour ne plus jamais en sortir. 54. La croyance selon laquelle la puissance et le savoir étaient passés d'Orient en Occident avait déjà été exploitée par les lettrés de l'entourage des Carolingiens, Alcuin en particulier, qui se considérèrent comme les uniques dépositaires de cette translatio 55, pour la plus grande gloire des Francs que leurs origines troyennes auréolaient déjà du prestige de la romanité. 56. De cette dynastie,
les Capétiens s'étaient, en cette seconde moitié du XIIe siècle, approprié Charlemagne 57, aidés en cela par l'impressionnante chanson de Roland aux allures épiques et aux prétentions historiques, qui déclinait les héroïques exploits du noble, sage et très valeureux empereur dont Joyeuse, l'épée de France, étendait sa protection sur tous les Francs et la terre de France, la terre des aïeux, 58. Peu importait à l'auditoire avide de hauts faits que ceci fût embelli ou déformé, car il se retrouvait dans la geste de Charles, roi qui de France porte couronne d'or, du comte Roland son neveu, de l'archevêque Turpin son compagnon 59. Celui-ci, disait-on, avait écrit la véritable Historia Caroli Magni et Rotolandi et tous le croyaient. En réalité, ce récit que les historiens modernes appellent le pseudo-Turpin était l'œuvre des moines de l'abbaye royale de Saint-Denis qui, de longues années durant, avaient patiemment sculpté la légende carolingienne au profit de la dynastie capétienne dont ils avaient lié la destinée à celle de leur monastère et au souvenir du grand empereur qui avait donné toute la France à Monseigneur Saint-Denis. Quelques années plus tard, vers 1156, un faux diplôme de donation complétait en la confirmant, l'Historia Caroli Magni, de Dieu seul et de toi, Saint-Denis, je tiens le royaume de France, 60. Dans les milieux savants, on ne doutait pas que les Capétiens fussent issus de la souche de Charles, illustre ancêtre de la troisième race, qui étendait sa protection chrétienne sacrée et impériale sur le royaume que l'on disait de plus en plus de France, 61, aux destinées duquel présidait le roi très chrétien Louis VII que son nom après celui de son père comme son mariage avec Adèle de Champagne descendante de Charles III le Chample 62, renvoyait à l'ancienne dynastie. Giraud de Bari lui-même, pourtant familier de la cour d'Angleterre et qui fut à la suite de Geoffroy de Monmouth, le forgeron des origines troyennes des Bretons, en est bien persuadé. Les rois de France sont de la race de Charlemagne, roi auquel les Bretons et les Écossais étaient jadis soumis. Et le Cambrien d'ajouter, en écho au prologue de Cligès, la philosophie et l'art de la guerre sont d'habitude cultivés ensemble, comme en Grèce sous les Macédoniens, à Rome sous les Césars, jadis en France sous les Pipinides et les Carolingiens, et depuis sous leur lignée royale, 63, évidemment celle des Capétiens. On croyait d'autant plus à cette illustre filiation que tel Charlemagne, le Capétien avait en ces années 1170, par toute une série de mesures et de décisions, rehaussé la dignité royale et mérité d'être dit roi de paix et de justice. D'ailleurs, quelques années auparavant, en 1163, Alexandre III avait attribué à Louis VII la rose d'or, par quoi règnent les rois et la justice, 64. Un signe honneur qui consacrait le Capétien dans son rôle de défenseur attitré de la papauté. De cette position, la royauté allait tirer bien des avantages que très vite elle mesura à l'aune des ralliements dont firent preuve à son endroit bien des princes, laïcs ou ecclésiastiques, en particulier allemands. Un retournement d'alliance qui faisait pièce aux prétentions de l'empereur au Dominium Mundi énoncé lors de la diète de Roncaglia en 115-865. De ce bouquet de fleurs ornées de pierres précieuses offerts par le Saint-Père, Louis VII appréciait la spiritualité et la métaphore. Mystiquement, la rose, celle qu'évoquent les évangiles, est la fleur des champs et le lys des vallées 66, avec cette qualité printanière qui succède à l'infinie tristesse hivernale. À l'heure où le pontife quittait les terres d'Henri II pour trouver refuge dans la métropole sénonaise, la symbolique florale était forte qui annonçait à tout l'Occident chrétien un infini printemps pour le royaume de France, en confortant le roi dans sa vocation impériale à Imperare et Militare 67. Innocent II bien des années plus tôt n'avait pas exprimé autre chose, lors du concile de Reims en 1131 où il avait procédé au sacre anticipé du futur Louis VII, en s'adressant au père du jeune prince et en insistant sur le thème de la continuité dynastique. Point toi, roi excellent, qui détient l'impérium sur la noble gens des Francs, de par la majesté de ce roi souverain par laquelle règnent les rois. 68. Un roi impérator, pour reprendre l'expression d'Étienne de Tournai en 1165-69. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si chrétien qualifie le royaume d'empire, usant d'un terme qui désigne moins un ensemble de territoires que la souveraineté, l'imperium 70. Belle manière d'exalter la grandeur, la renommée du souverain qui sous les traits du roi Artus prend le visage de Louis VII, jeune homme d'une grande noblesse et d'une immense bonté 71, le prince charitable et sage. Les amitiés et les affinités du clerc de Troyes, avec le monde des savants et des légistes parisiens, le familiarisent avec l'idée d'une royauté qui se veut de plus en plus souveraine sous l'autorité d'un roi supérieur à tous dans le royaume.
Une souveraineté qui depuis le milieu du XIIe siècle se reliait à la notion de couronne, conçue de plus en plus comme le véritable titulaire du pouvoir et des droits que le Capétien exerce dans le royaume 72. Autant de thèmes avec lesquels Chrétien n'hésite pas à jongler en évoquant la déloyauté à l'égard de l'Empire et de la couronne, ou encore ses messagers envoyés par toute la couronne 73. Quant au roi Louis VII, en ce temps-là, il résidait dans le beau palais qu'avait reconstruit son illustre prédécesseur Robert, arrangé et fortifié par la grosse tour que son père Louis VI avait érigée, au cœur de la marchande et prospère île de la Cité, toute bruissante du chantier de la cathédrale, âme de ce Paris devenu le cœur du royaume où était venue s'achever la Translatio 74. Jean de Salisbury, subjugué par la capitale, reprenait à son compte les mots du poète « Heureux exil que celui qui a cet endroit pour demeure », et n'hésitez pas à forcer le trait. En vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. 75. Je suis à Paris, écrivait quelques années plus tard Guy de Bazoches, dans cette ville royale où l'abondance de biens naturels ne retient pas seulement ceux qui l'habitent, mais invite et attire ceux qui sont loin. Dans l'île à côté du palais des rois qui domine toute la ville, on voit le palais de la philosophie où l'étude règne seule en souveraine, citadelle de lumière et d'immortalité, 76 pour les lettrés. Paris apparaît comme une sorte de paradis de la jeunesse, une ville phare où, sous l'impulsion de la royauté, se développent les écoles, du cloître Notre-Dame, de l'abbaye Sainte-Geneviève ou de la collégiale Saint-Victor, et se pressent les étudiants venus de partout dans le monde. 77. Certains clercs anglais, fort dépités du manque de reconnaissance d'Henri II à l'égard de leurs œuvres, s'y précipitent, non sans raison pour fuir les intrigues qui transforment la cour du rival du Capétien en un lieu redoutable et inhospitalier. 78. Gauthier Mappe, en rédigeant son De Nugi Curialium qui dénonce l'inconstance et la vanité des courtisans, ne tarit pas d'éloges sur l'accueil que le Capétien réserve aux étudiants et aux maîtres. Il souligne sa gentillesse, son amabilité, sa simplicité, sa piété, sa douceur, son pacifisme. 79. Pour Giraud de Bary, le Capétien apparaît comme le prince idéal dont grandait la mansuétude et qui use de son impérium, pour la paix et la justice. 80. Le portrait de Louis VII dressé par tous ces auteurs correspond en bien des points à l'image que propose Chrétien du roi Arthur. Un modèle de prince pieux qui ajoute aux vertus de clergie celles de chevalerie, un roi sage et savant, entouré de conseillers qualifiés, soucieux d'équité et de droiture. 81. Pourquoi dès lors ne pas considérer que les deux œuvres du romancier troyen où ces traits royaux sont le plus marqués, et qui ne sont ni commanditées, ni expressément dédicacées, ont pu être anonymement dédiées au Capétien. 82. Ainsi, en est-il des recs où Chrétien développe les qualités et prérogatives inhérentes à la fonction royale qu'on s'accorde généralement à prêter à Louis VII. Ainsi en est-il encore du chevalier au lion où dès le prologue, l'image du Capétien se devine sous les vers adressés à Arthur. Un noble roi dont la prouesse nous enseigne à être vaillant et courtois, et qui marqua si bien son époque qu'on parle de lui dans tous les pays. 83. Un roi qui ne tenait de personne alors que le Plantagenet tenait de lui. Chrétien, pas plus qu'un autre, ne taira ni ne cachera son savoir et sa sagesse. 84, mais narrera des contes et des histoires dignes de rester dans la mémoire de la chrétienté. À son entreprise, il associe le roi Capétien, grand, sage et juste. Aussi, quand l'un et l'autre auront quitté ce monde, on se souviendra toujours d'eux, du clerc et du roi chevalier, de leur esprit de savoir et de leur action de sagesse qui auront apporté sur terre joie et bonheur. 85. Louis VII qui incarnait sans doute l'idée que Maître Chrétien se faisait de la majesté royale, trouva en ce clerc lettré le metteur en scène des grandeurs et des faiblesses de la cour et des institutions capétiennes. Dieu qui avait donné à Chrétien la grâce de faire œuvre sage, et de diffuser un savoir qu'il se faisait un devoir de partager, ne s'était pas trompé en désignant le royaume de France pour être l'insigne réceptacle de chevalerie et clergie et son roi, leur plus éminent des gardiens. Là est l'alliance de l'origine divine du savoir, clergie et du pouvoir, chevalerie. Sous la plume du clerc caché, qui à lui seul représente le monde ecclésiastique, étrangement absent dans l'ensemble de ses romans, la matière de Bretagne devenait la matière de France, et sous le roi Arthur, déjà percé Louis VII, trônant en majesté au centre de la cohorte à laquelle, en compagnie de la reine et de son entourage, il s'employait sans relâche à ce que règnent les vertus et les qualités propres à l'harmonie de la vie curiale, dans le respect de la dignité et de la souveraineté royale. Argument.
Érec et Énide. Chrétien affirme que tout homme, s'il veut être raisonnable, doit à tout moment penser et s'appliquer à bien dire et à bien enseigner. Pâques. Avant de clore la grande et riche cour qu'il tient en son château de Caradigan, le roi Arthur annonce sa volonté d'aller chasser le blanc cerf pour faire revivre la coutume. Selon l'antique usage de son père Pendragon, celui qui peut tuer l'animal doit donner en toute légitimité un baiser à la plus belle des jeunes filles de la cour. Si on ne doit pas contredire parole après que le roi l'a prononcée, celle-ci risque pourtant de compromettre l'harmonie de la cour, car chacun voudra soutenir par l'épée ou la lance que son amie est la plus belle. Le lendemain, au cours de la chasse, le roi tue le blanc cervidé et le soir même annonce qu'il prendra le baiser pour se conformer à la coutume, tandis qu'à travers la cour s'élève un grand murmure. Sur la suggestion avisée de son neveu Gauvin, Arthur mand dans son conseil quelques-uns des meilleurs barons de sa cour. Ceux-ci tentent leur parole tenue, que la reine Guenièvre les rejoint et leur propose, si tous y consentent et le roi avec eux, de différer à dans 3 jours le baiser, le temps qu'Érec, qui jouit d'une très grande faveur, revienne à Caradigan. Il est parti prendre vengeance du félon, chevalier Idier qui a laissé son nain lui lacérer le cou et frapper une pucelle de la suite régionale. En compagnie de son ami et de son abo, ce perfide personnage que poursuit Érec se dirige, comme chaque année, vers le bourg de Lutte. L'un à la suite de l'autre, ils franchissent la porte de la cité où règne une grande joie. Alors que le chevalier d'Arthur s'enquiert d'un hostel, un vavasseur pauvre lui offre fort courtoisement l'hospitalité. La fille de celui-ci, Énide, est d'une très grande beauté, au point que nature elle-même est éblouie de sa création. Le père de la damoiselle satisfait la curiosité de son hôte sur la coutume locale de l'épervier. L'oiseau est le prix qui revient au chevalier dont l'amie est la plus belle. Érec, tout en n'oubliant pas la promesse faite à Guenièvre de laver son affront, veut pour Énide soutenir son droit sur l'épervier par bataille, contre le tenant du titre qui n'est autre que l'arrogant Idier. Vainqueur au terme d'un combat long et cruel qui oppose les 2 prétendants jusqu'à la nuit tombée, le servant d'Énide épargne Idier dont il reçoit la merci, conformément au code de la chevalerie. Il lui ordonne de se rendre sur l'heure à la cour d'Arthur, se constituer prisonnier en la main de la reine. Elle l'accueille avec sa courtoisie naturelle tandis que le roi, reconnaissant que celui qui croit conseil n'est point sot, salue la sagacité de son épouse. À la prière d'Arthur et pour l'amour de lui, Guenièvre libère Idier à la condition que le chevalier fasse désormais partie de la cour et de la ménie royale. Le même soir à Lutte, Érec prie le vavasseur de le laisser emmener à la cour d'Arthur pour l'épouser, Énide vêtue de son unique robe pauvre et vile. Durant leur chevauchée, libre d'escorte, les 2 amants se contemplent, égaux en beauté et par le cœur parfaitement accordé. Jamais 2 si belles figures ne furent assemblées par les lois du mariage. Grande est la liesse à Caradigan où tous font fête aux splendides héros, appelant sur eux la protection de Dieu. À la demande d'Érec, la reine ravie revêt d'une somptueuse robe la future épousée que salue, éblouie par tant de beauté, plus de 50 chevaliers de la table ronde. Alors publiquement et sans folie, Arthur peut en toute légitimité donner à la jeune fille le baiser coutumier. Ainsi, par sa sagesse, sa mesure et sa loyauté, le roi restaure l'usage et le droit attaché au blanc cerf à sa cour, tout en y préservant l'équilibre et l'harmonie. Peu après, à l'impérative semonce du souverain des Bretons, tous les grands du royaume se rendent, à la Pentecôte, au mariage riche en réjouissances d'Érec et d'Énide que vient clore une nuit de noces où l'amour de leur cœur s'unit à l'amour de leur corps. Ces grandioses fêtes nuptiales se terminent par le tournoi dans la plaine coloré de maintes enseignes, de Danbrock où Érec, le meilleur des jouteurs, fait assaut de 1000 prouesses pour la plus grande gloire du roi. Le lendemain, les jeunes mariés prennent congé de la cour arthurienne pour rejoindre celle de Caran où sur l'ordre du roi Lac, le père d'Érec, les cloches sonnent à toute volée et les rues sont de glaïeuls jonchées afin d'accueillir son fils en grande liesse. Des jours durant, Érec, auprès de sa femme dont il fait son amie et son amante, se voue entièrement au plaisir charnel dans le lit conjugal qu'il ne quitte plus. Le cœur plein du désir de sans cesse l'embrasser. Il n'entend pas enfler la rumeur publique. Durement, elle le blâme d'abandonner lâchement les armes et la chevalerie, et en reporte aussi la responsabilité sur Énide qui se morfond de ce discrédit dont est victime son époux adoré. Incapable de celer plus longtemps ses cruels et injustes reproches, elle finit par avouer à Érec que tous le traitent de récréant. Son amant est d'autant plus piqué au vif qu'il reconnaît que ceux qui le blâment en ont le droit.
Sur-le-champ, il repousse les draps du lit, ses seuls vêtements depuis longtemps et se couvre entièrement de son armure. Devant toute la cour ébahie, car fils de roi ne doit pas se déplacer seul, il refuse l'escorte paternelle, enjoint à sa femme d'enfiler en grande hâte ses plus beaux atours et de le suivre ainsi vêtu à l'aventure, sans jamais plus à l'avenir lui adresser la parole quoi qu'il se passe. Épouvantée, la malheureuse se réprimande. À force de gratter le sol, chèvre est mal couchée. Toujours ensemble, les deux conjoints étroitement liés tant dans la peine que dans l'affliction surmontent, parfois au péril de leur vie, les nombreuses péripéties qui éprouvent et accroissent l'amour d'Énide, témoignent de la vaillance d'Érec et renforcent leur union. Après 4 journées de pénibles et douloureux périples, les deux amis, amants et époux, se retrouvent, s'enlacent, s'embrassent et s'abîment dans une félicité inégalée. Tandis qu'au comble du bonheur conjugal retrouvé ils cheminent vers la cour d'Arthur, Érec et Énide s'arrêtent au château de Brandigan où un chevalier avait dû jurer à sa dame de rester enfermé auprès d'elle dans un verger clos jusqu'à être vaincu par plus fort que lui. Érec par bataille met fin à l'enchantement. Le retour à Rhoé d'Énide et d'Érec que sa victoire place au sommet de la gloire chevaleresque augmente la joie à la cour d'Arthur. À la nativité, le roi des Bretons, entouré de tous ses barons qu'il a mandés à la cour couronnée de Nantes, offre de somptueuses fêtes pour célébrer l'onction du nouveau roi selon la loi chrétienne, le couronnement d'Érec et Énide, modèle du couple royal. Il leur a donné à profusion chevaux, armes et argent, draps et étoffes précieuses, par noblesse d'âme et à cause d'Érec qu'il aimait tant. Cligès ou la fausse morte. Cligès, ce deuxième roman qui fusionne matière de Bretagne et conte gréco-oriental, raconte une histoire écrite dans un des livres de la bibliothèque de Monseigneur Saint-Pierre de Beauvais. Le livre est très ancien qui atteste la vérité de l'histoire. La Grèce fut en chevalerie et en clergie renommée la première, puis la chevalerie vint à Rome avec la somme de clergie qui est maintenant en France venue. Alexandre, le fils aîné de l'empereur qui tenait la Grèce et Constantinople, décide avec 12 compagnons de Saménie de se rendre à la cour renommée par le monde entier d'Arthur, pour faire l'apprentissage de l'honneur, acquérir gloire et renom. Il ira offrir son service au roi qui gouverne la Bretagne pour qu'il le fasse chevalier, et recevoir les armes de lui et de personne d'autre. Après une traversée sans péril, les jeunes Grecs parviennent à la cour de Winchester où le roi, pressentant qu'ils sont fils de hauts seigneurs, leur réserve un accueil fort courtois. Les nouveaux venus accomplissent si bien leur service, qu'Arthur les associe à sa prochaine tournée en Bretagne. Avant son départ, le roi réunit ses barons pour savoir à qui il pourra confier jusqu'à son retour l'Angleterre pour la garder et la maintenir en paix. Par le conseil de tous ensemble, Arthur convient de s'en remettre au comte Anglais de Windsor, parce qu'il n'y avait pas de plus fidèle baron dans toute la terre du roi. Sur la nef qui transporte la cour en Bretagne, le cœur d'Alexandre et de Sorée-d'Amor, la sœur de Gauvin, s'enflamme dès le premier regard échangé. Amour tourmente les deux amants, qui par fierté et timidité, n'osent se déclarer l'un à l'autre, dévoilant au public leurs sentiments en de longs monologues intérieurs qu'interrompt soudain la nouvelle de la félonie d'Anglais. Mettant à profit le séjour d'Arthur en Bretagne, le traître a fortifié le château de Windsor parce qu'il entend, avec quelques parents et alliés, disputer au roi toute sa terre. L'ire royale est à son comble et le souverain des Bretons rend le conseil de ses barons responsable de cette déconvenue. Tous jurent qu'il a raison et que cet homme ira à sa perte. Avant d'assiéger la forteresse de Windsor, Alexandre et ses amis demandent à être faits chevaliers par le roi dont ils reçoivent leurs armes pour leur plus grand honneur. Avec ses compagnons, le nouvel adoubé s'illustre par sa vaillance, son intrépidité, son habileté. Par ruse, il parvient à se glisser à l'intérieur de la citadelle qu'il investit. Bientôt, un furieux combat s'engage entre lui et Anglais mais le comte a le droit contre lui, ce qui l'affaiblit et lui nuit. Le Grec s'en empare ainsi que de certains de ses alliés. À ceux-ci, il ordonne de se constituer prisonniers auprès du roi qui leur pardonnera tant il est magnanime. En revanche, il livre le traître à Arthur qui n'attend pas plus longtemps pour exercer aussitôt sa justice. Tout à sa joie, le roi des Bretons récompense Alexandre, lui répétant qu'il n'a pas de bien si précieux, la couronne et la reine exceptée, qu'il ne mette en sa possession. Le preux chevalier n'ose dire son désir, mais la reine qui depuis longtemps a deviné que de deux cœurs Alexandre et de Sorée-d'Amor ne font qu'un, favorise l'échange de leur consentement. Si tel est leur désir, elle fera ce mariage, puis elle les donne tous deux l'un à l'autre.
Le jour même, les noces sont célébrées à Windsor. Quelques mois plus tard, Soredamor se trouva grosse de graines et de semences d'hommes, et le fruit, selon sa nature, devint un enfant qu'on appela Cligès, en souvenir de qui est mise cette histoire par écrit. À la mort du vieil empereur d'Orient, son fils cadet Alice, trompé par la fausse nouvelle du décès d'Alexandre, est couronné empereur par les grands. Sitôt informé de cette usurpation, l'aîné regagne Constantinople avec toute sa famille. Dès son arrivée, il dépêche au palais impérial un de ses intimes issu d'une ancienne et puissante famille d'Athènes, Acoriondre, qui réclame à Alice la couronne qu'il tient contre son droit. « Suis mon conseil, lui dit-il. Accorde-toi avec ton frère, rends-lui la couronne en paix, le droit exige que tu la lui laisses. » Mais l'autre de répliquer : « Quant à la couronne et à l'empire, nul n'en sera contre moi détenteur. » Estimant inacceptable cette réponse, Acoriondre, avant de quitter la cour, défie au nom d'Alexandre l'usurpateur. Dieu veuille ma mort si l'affaire en reste là. Fort inquiet, l'empereur cherche conseil auprès de ceux à qui il peut se fier, mais il n'en trouve pas un seul qui en tienne avec lui pour le parti de la guerre. Tous, au contraire, l'exhortent à conclure avec Alexandre une paix raisonnable et conforme au droit, sans trop d'exigences de part et d'autre. Au terme d'un pacte raisonnable, une paix ferme et durable est rétablie entre les deux frères. À Alexandre reviennent la conduite des affaires et le gouvernement de l'Empire, à Alice, la couronne et le titre d'empereur, à condition de s'engager par serment à ne jamais se marier pour qu'après lui Cligès devienne empereur de Constantinople. Quelques années se passent et Alexandre, au seuil de la mort, appelle son fils. « Cligès, tu ne pourras savoir combien tu possèdes de vaillance, prouesse et de mérite vertu, si tu ne vas pas te mesurer à la cour d'Arthur avec les Bretons et les Français. » Il mourut peu après et Soredamor, éperdu de chagrin, ne put lui survivre. Longtemps, l'empereur reste fidèle à sa parole, mais de mauvais conseillers lui font oublier sa promesse, le pressant de prendre pour femme Fénice, la fille du riche et puissant empereur d'Allemagne, déjà fiancé au duc de Saxe. Alice et son neveu Cligès se rendent alors à Cologne, où l'empereur tenait sa cour. Il fit venir Fénice, aussi belle et bien faite que si Dieu lui-même l'eût faite, dans la grande salle où se trouvait, debout devant son oncle Cligès, plus beau que Narcisse. Au premier regard, leurs deux cœurs ne font qu'un. Ni l'un ni l'autre n'ose toutefois se déclarer. La jeune fiancée, contrainte de prendre un homme qui ne peut lui plaire, en éprouve angoisse et détresse. Elle confie ses tourments à Thessala, sa gouvernante, experte en magie. « J'aimerais mieux qu'on me démembre plutôt que lui, Cligès et moi fassions revivre l'amour d'Iseux et de Tristan. Jamais mon corps ne se prostituera, ils ne seront pas deux à se le partager. Qui a le cœur, qu'il ait aussi le corps. » Elle redoute de mettre au monde un enfant par qui Cligès sera déshérité et demande à sa servante de faire ce qu'il faut. Thessala y consent. Le jour du festin des noces, l'empereur boit un philtre qui, à chacune de leurs étreintes, lui donnera l'illusion de posséder pleinement sa femme dont la vertu sera préservée. Il enlacera du néant, sûr du néant, il déposera des baisers. Nonobstant la bénédiction nuptiale et l'échange des consentements, leur union ne sera jamais consommée. Sur le chemin du retour, Cligès délivre Fénice que des espions à la solde du duc de Saxe ont enlevé. Une fois encore, les deux jeunes gens n'osent s'avouer leur brûlante passion. Alors que les Grecs sans plus s'attarder repartent vers Constantinople, Cligès, fidèle aux recommandations de son père, demande à l'empereur l'autorisation de rejoindre en Bretagne la cour de son oncle Arthur. Avant son départ, il prend congé comme il se doit pour celle à qui il est tout entier, laissant par ces mots l'impératrice perplexe. Cligès a passé la mer et est venu à Wallingford. Il y apprend que le roi Arthur et ses barons ont organisé un tournoi de 4 jours, non loin de là, dans la plaine d'Oxford. Anonymement et sous des armures de couleurs différentes, Cligès triomphe tour à tour des chevaliers royaux, Sagremort, Lancelot, Perceval, à l'exception toutefois de Gauvin dont il se révèle l'égal. Alors Arthur interrompt le combat. Non, il n'y aura pas un coup de plus, et le prie de venir se divertir à sa cour. Cligès s'y rend aussitôt, non sans s'être auparavant vêtu à la française, et y décline son identité. On lui fait joyeusement fête. Tous l'embrassent et le roi le chérit plus qu'aucun d'autre de ses neveux. Cligès demeure auprès du roi jusqu'au retour de la belle saison, qui le voit aller partout faire mainte chevalerie, mais l'amour dont il est blessé ne s'allège ni ne s'apaise. Il se résout à retourner en Grèce après avoir salué le roi et Gauvin, ses parents, désespérés de ne pouvoir le garder davantage.
Longtemps après son retour, Phénice et Cligès se déclarent enfin leur amour. Le jeune homme propose à sa bien-aimée de s'enfuir avec lui à la cour d'Arthur. Fermement, elle refuse qu'il soit lui, un nouveau Tristan, elle, une nouvelle Iseut. Une fois encore, Thessala intervient par la magie d'un nouveau philtre qui donne à Phénice l'apparence d'une morte. Bientôt, tel le phénix, celle-ci revient à la vie et peut avec Cligès se cacher dans une tour merveilleuse, où chaque jour, sans se lasser, ils sont dans les bras l'un de l'autre, comme si tous deux ne faisaient qu'un. 15 mois ont passé. Un matin, au renouveau de la belle saison, Phénice entend le rossignol chanter. Elle veut revoir le soleil briller dans ce splendide verger enclos de si hautes murailles que les deux amants peuvent se livrer, à l'abri des regards, à la joie et au plaisir. Pourtant, vient un jour où un chevalier de la maison impériale les reconnaît. Pour échapper à la fureur d'Ali, ils doivent s'enfuir à la cour d'Arthur auprès duquel Cligès se plaint de son oncle, l'empereur, qui au risque de le déshériter a déloyalement pris une épouse. Aussitôt, le roi des Bretons convoque à l'hoste tous ses barons et arme une formidable flotte pour se rendre devant Constantinople. Avant même l'appareillage, de hauts seigneurs venus de Grèce s'inclinent devant Cligès. Dieu vous garde, la Grèce vous est toute offerte, en vertu des droits qui sont les vôtres car votre oncle est mort en forcené. Peu après, on lui donne son amie pour femme et on les couronne tous les deux ensemble. Depuis lors, chaque jour s'accrut leur amour. Mais depuis ce temps-là, au souvenir de Phénice, il n'est d'empereur qui ne se méfie. C'est ainsi que comme en prison à Constantinople est gardée l'impératrice. Jamais auprès d'elle n'est admis de mal qui ne soit châtré dès l'enfance. Le chevalier de la charrette. Puisque Madame de Champagne veut que j'entreprenne un roman, je dirais qu'en cette œuvre son commandement fait son œuvre. Du chevalier de la charrette Chrétien commence son livre. La matière et le sens lui sont donnés par la comtesse. Un jour qu'Arthur tient à l'Ascension une riche et belle cour, survient un chevalier tout armé qui, sans le saluer, lui dit « Roi Arthur, je retiens prisonniers des chevaliers et des damoiselles de ton royaume et de ta maison mais je ne t'apporte pas de leurs nouvelles dans l'intention de te les rendre. Cependant, ajoute-t-il, Roi, s'il se trouve à ta cour un seul chevalier à qui tu ferais assez confiance pour oser lui donner la charge d'emmener la reine à ma suite où je vais, je m'engage à elle y attendre et à te rendre les prisonniers, s'il est capable contre moi de la reconquérir. » Le très vaniteux sénéchal du palais, réussit à arracher à Arthur la permission d'être le champion de la reine, au grand désespoir de la cour et aussi de Guenièvre qui, morne et triste, se résigne à suivre son prétendu sauveur. Le neveu du roi, Gauvin, après avoir en confidence blâmé son oncle, « Sire, quelle inconscience d'avoir agi ainsi !» se propose de partir à leur suite pendant qu'ils sont tout près encore, pour savoir ce qu'il adviendra de la reine. Chemin faisant, il voit sortir de la forêt, le cheval de queue, tout seul, l'étrière maculée de sang, et n'a plus aucun doute sur l'issue au demeurant trop prévisible du combat et sur le sort de Guenièvre. Il croise aussi un chevalier inconnu de lui, au pas sur un cheval épuisé de fatigue, auquel il consent courtoisement à donner une nouvelle monture. Après une longue chevauchée, le neveu d'Arthur rattrape enfin le chevalier parti au triple galop, qu'il retrouve à pied et seul, tout en armes, le aume lacé, l'écu à son cou, l'épée ceinte. Il avait rejoint une charrette, celle qui était commune aux traîtres, aux assassins, aux vaincus en champ clos, dont il interroge le conducteur. « Nain, dis-moi si tu as vu par ici passer Madame la reine. » L'infâme Nabot lui propose alors de monter sur la charrette, afin de savoir d'ici demain ce que la reine est devenue. L'autre, le temps seulement de faire 2 pas, poursuit alors son chemin. Le chevalier tarde d'y monter. Pour son malheur, il eut honte d'y bondir aussitôt. Gauvin qui a galopé jusqu'à la charrette refuse quant à lui d'y poser un pied car c'était grande folie. Il se décide cependant à suivre sur son destrier cet étrange équipage. Commence alors la quête de la reine. Sans pouvoir l'approcher, Gauvin et le chevalier inconnu aperçoivent son cortège. Toutefois, une demoiselle obligeante les renseigne sur l'identité du ravisseur, Méléagant, le fils de Badmagus, roi du pays de Gore dont nul étranger ne revient jamais. Nombreux sont les obstacles pour y pénétrer et plus périlleuses encore les 2 voies pour y accéder. Gauvin choisit le pont de l'eau et celui qui avait été sur la charrette, qui se révélera beaucoup plus tard être Lancelot, le pont de l'épée. Sur cette résolution, l'un et l'autre le 2e jour se séparent. Le 3e jour, parvenus aux abords d'un cimetière enclos de murs,
Le chevalier de la charrette soulève aisément une pierre tombale excessivement lourde dont les lettres qui y sont gravées le désignent, comme celui qui délivrera tous ceux qui sont pris dans la trappe du royaume dont nul ne revient. La venue de ce chevalier suscite grande espérance parmi tous les exilés du royaume de l'ogre que le 4e jour sitôt franchi le pont de pierre, leur champion mène vers leur libération. Le 5e jour, défié par l'orgueilleux, le chevalier de la charrette le vint et s'apprête à lui accorder sa merci, lorsque montée sur une mule fauve, surgit une mystérieuse damoiselle qui obtient la tête de l'orgueilleux le plus déloyal qu'ait connu l'Empire ou la couronne. Le 6e jour, le chevalier franchit en grande souffrance l'effrayant pont de l'épée, cependant qu'aucune de ses blessures ne l'arrête dans sa quête. Du haut d'une imposante et imprenable tour, l'infâme et cruel Méléagant et son père Badmagus que déloyauté et trahison n'ont jamais habité, voient approcher le chevalier qui a passé le pont. Le roi sait avec certitude qu'il est le meilleur de tous, et adjure son fils de faire la paix avec lui en rendant la reine. Tu ne gagneras rien dans la querelle. Dieu me damne, je la disputerai par les armes, répond Méléagant. Fort courtoisement, Badmagus accueille le chevalier placé sous sa sauvegarde et le rassure. La reine, je crois, est celle que vous cherchez. Elle est en honnête prison car nul ne l'approche charnellement, pas même mon fils qui s'en désole. Le 7e jour, comme rien ne peut rétablir la paix, malgré les demandes répétées du roi, devant la tour, au centre de la place où tout le monde s'est rassemblé, a lieu le combat attendu, dont l'enjeu est la délivrance des prisonniers du royaume d'Arthur. Guenièvre, qui d'ores et déjà connaît le nom de Lancelot, y assiste depuis une fenêtre aux côtés du roi. Son sauveur est sur le point de vaincre son adversaire, lorsque Badmagus la prie de consentir à l'interruption et le renvoi de la bataille à la cour d'Arthur, ce qu'elle accepte avec grâce. Méléagant, contraint et forcé, doit lui aussi s'y résoudre, à la condition que Lancelot, sans le moindre délai et quel que soit le moment choisi, dès qu'il en aura sommation se battra 1 an après, jour pour jour, de nouveau avec lui. La joie règne parmi les exilés, enfin libérés. Le roi quitte la place en compagnie de Lancelot, qui le supplie de le mener devant la reine. À sa vue, elle lui montre un visage contrarié, au grand étonnement de Badmagus. D'où vous vient pareille humeur ? C'est mal agir, envers celui qui vous a secouru contre mon fils. Eh bien, sire, je ne lui en sais aucun gré. Et Lancelot de s'abîmer dans ses pensées. Que est tout aussi désagréable qui accuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.